Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon équipe et moi, on va vous présenter le troisième chapitre de la deuxième partie du livre Marketing 5.0, intitulé Prosperity Polarization. Nous savons tous la notion des partis sociaux. Alors, quelles sont les couches qui forment notre société? Donc, notre société est formée de 4 couches sociales, à savoir les riches, les bourgeois, la classe moyenne et les pauvres. Pas mal d'entreprises s'adressent principalement aux riches et bourgeois et ignorent complètement la couche moyenne et les pauvres. Citons à titre d'exemple Porsche, qui cible essentiellement les 2 premières classes. Le fait de cibler que ces couches crée l'écart, voire même polarise la société en catégories. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la polarisation? La polarisation, c'est l'acte de diviser quelque chose en particulier. Quelque chose qui contient des personnes ou des opinions différentes en 2 groupes complètement opposés. Dans ce cas, on va étudier la polarisation de la société, qui est entre les riches et les pauvres, qui est visible clairement dans les zones urbaines. Pour mieux éclaircir ces notions, on va aborder le plan suivant. Premièrement, on va étudier la polarisation de la société. Ainsi, créer l'inclusivité et durabilité pour la société. Troisièmement, la société polarisée. Et on va répondre à la question pourquoi l'inclusivité et la durabilité comptent. Avant-dernier point, aligner les stratégies sur le développement durable, ses objectifs de développement. Et finalement, en conclusion. On entend souvent la réplique il faut préserver les ressources d'aujourd'hui pour les générations prochaines. Pour mieux éclaircir cette notion, on prend à titre d'exemple l'hiérarchie de la distribution de nourriture dans un prison. Ce qui fait, les prisonniers en haut mangent comme ils veulent. Par conséquent, les derniers ne reçoivent plus de nourriture. Même au cas de changement de place, on reçoit toujours le même résultat. Donc, personne n'a empathie ou d'autrui. Le film The Platform a bien illustré cette situation qui montre le grand écart entre la classe des riches et les pauvres, qui ne cesse de s'écarter, malgré l'intervention de la technologie qui est encore coûteuse, ce qui donne naissance au marketing 5.0 pour minimiser l'écart et uniformiser l'accessibilité de technologies pour tout le monde. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, à savoir la société polarisée. Les entreprises ont créé d'énormes richesses au cours des dernières décennies. Cependant, cette répartition des richesses est inégale, entraînant les gens dans des directions opposées. La partie médiane migre lentement, montant ou descendant. Cela fait passer la forme sociale d'une distribution normale à une forme en M, avec le plus grand nombre de personnes dans les classes supérieures et inférieures. À chaque extrémité, les gens ont des priorités de vie et des idéologies contradictoires qui les font se contredire. Et maintenant, je cède la parole à mon collègue pour identifier les 4 axes fondamentaux de la polarisation selon Kotler. Commençons par la polarisation des emplois qui désigne la forte réduction des emplois intermédiaires au profit de la hausse des emplois peu qualifiés d'une part et des emplois très qualifiés d'autre part. L'un des principaux facteurs contribuant à l'écart de richesse est la différence d'accès à la richesse. L'Economic Policy Institute rapporte qu'au cours des 4 dernières années, la rémunération des dirigeants d'entreprises a augmenté de plus de 1000%. Pourtant, le salaire moyen des employés a augmenté de près de 100 fois. Un autre facteur est la diversité des capacités et des compétences pour capter la richesse. Les talents possédant des compétences recherchées auront le plus de chances d'obtenir un emploi. Certains de ces emplois sont assortis d'une rémunération élevée, mais d'autres offrent des salaires maigres. Passons maintenant à la polarisation idéologique qui fait référence à la mesure dans laquelle les électeurs ont des croyances différentes sur les questions idéologiques ou restent conservateurs ou libéraux sur une série de questions. Le paradoxe de la mondialisation est qu'elle appelle à l'inclusivité économique, mais ne crée pas l'économie égalitaire.
Beaucoup accusent la mondialisation d'être la cause de l'inégalité. Face à la tension, les gens commencent à prendre parti. L'effet secondaire est que les points de vue et les décisions sont maintenant déterminées à travers de la prise de l'identité politique, mais pas nécessairement pour le bien commun. En conséquence, plusieurs questions clés deviennent plus polarisantes que jamais. La stratégie de lutte contre le changement climatique et la régulation des coûts des soins de santé, par exemple, sont considérés comme des problèmes plus urgents pour les démocrates que pour les républicains. Dans un monde globalisé, l'importance d'une méthode de segmentation appropriée pour identifier les consommateurs ciblés a augmenté. La grande majorité des recherches dans ce domaine se concentrent sur l'utilisation ou le développement des différentes techniques. Le style de vie est l'un des bons critères pour diviser les gens en groupes, qui peuvent ensuite être mieux ciblés. En outre, elle traite des avantages multiples, mais les faiblesses sont également prises en compte. Kotler nous a donné l'exemple des crises financières, Covid-19 par exemple. Le chômage force en effet certaines personnes à mener une vie frugale. Elles mettent davantage l'accent sur l'essentiel. Même certains aisés avec des pouvoirs d'achat élevés optent pour un mode de vie plus modeste. À l'opposé, le style de vie consumériste est aussi à la hausse. Certaines personnes désirent montrer une vie somptueuse et avoir des achats indulgents, bien qu'elles les appartiennent à des classes économiques faibles, en utilisant les réseaux sociaux comme un outil de référence. Et pour conclure, l'auteur a examiné que les gens aux deux extrémités du spectre croient que leur mode de vie leur a apporté le bonheur. Et enfin, Kotler nous a donné un quatrième axe qui est la polarisation des markets. Les marchés ne sont plus constitués d'un large éventail d'offres, des moins chères aux plus luxueuses. Kotler nous a donné une autre fois l'exemple du Covid-19. Pendant la pandémie, les personnes ont découvert que les produits de base à prix inférieur économisent l'argent, même qu'ils ont une qualité acceptable. D'autre côté, autres gens ont été rappelés par l'importance du bien-être, ce qui les conduit aux produits-services haut de gamme. Avec le temps, ces marques haut de gamme mettent l'accent sur l'augmentation mentionnant la valeur de leurs offres. Prenons l'exemple des clients avec des ingrédients de première qualité, des ventes et un service exclusif canon et récits de marques de luxe dans un seul package groupé. Et maintenant, je cède la parole à mon camarade. Et maintenant, on passe pour répondre à la question pourquoi l'inclusion et la durabilité comptent. La polarisation sociale résultant de la disparité croissante des richesses peut avoir un impact profond sur de nombreuses facettes de la vie humaine. Le fossé entre les personnes qui survivent à peine et celles qui prospèrent dans le contexte de la mondialisation et de la numérisation ne doit pas être ignoré. L'incertitude politique, l'inégalité sociale et aussi l'effondrement économique sont quelques-uns des risques importants s'ils ne sont pas résolus. Et donc les entreprises sont en partie responsables de cette répartition inégale des richesses et les marchés s'attendent à ce que les entreprises soient celles qui fixent une approche plus inclusive et durable pour poursuivre sa croissance. Maintenant, on passe à l'impératif du croissance durable. Les entreprises ont découvert ces dernières années que de nouvelles poches étaient plus difficiles à trouver. Les marchés non desservis avec un pouvoir d'achat sont devenus rares et même les entreprises les mieux gérées se sont efforcées de créer et de soutenir une croissance organique grâce à l'expansion de marché et l'introduction de nouveaux produits. Les économistes ont prédit que la croissance continuera de ralentir au cours de la prochaine décennie. Des décennies de stratégies de croissance agressives ont laissé l'environnement dégradé et la société inégale. Et donc, si on met l'accent uniquement sur la croissance et non sur le développement, les entreprises vont rapidement atteindre la limite. Par conséquent, pour que les entreprises soient durables, les plans de croissance doivent inclure un élément clé du développement sociétal. Du point de vue de la croissance future, l'activisme social qui mêle les entreprises sera un bon investissement. C'est-à-dire lorsque des milliards de personnes mal desservies sortent de la pauvreté, deviennent plus éduquées et gagnent un meilleur revenu, les marchés du monde entier croissent considérablement. Et donc, les segments précédemment inexploités deviennent de nouvelles sources de croissance. De plus, dans une société plus stable et un environnement durable, les coûts et les risques liés aux affaires sont beaucoup moins élevés. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Behedi. Pour comprendre le nouveau facteur d'hygiène, il faut d'abord savoir la théorie bifactorielle de Frederick Herzberg, qui montre que tout employé est influencé par deux facteurs. Les facteurs internes ou aussi de motivation, qui poussent les employés à travailler plus dur encore.
et aussi les facteurs d'hygiène qui augmentent la satisfaction, que ce soit par les conditions de travail, le salaire ou la sécurité. Mais lorsque le marketing 3.0 a été introduit, une source relativement nouvelle de différenciation qui donnait aux premiers utilisateurs un avantage concurrentiel était le modèle d'affaires axé sur l'objectif. Les marques dont les activités avaient un impact social positif étaient privilégiées par les clients. Ceci a inspiré les entreprises pour adopter l'approche centrée sur l'humain et en faire la stratégie commerciale de base. Maintenant, la résolution des problèmes sociétaux devient une partie intégrante des activités des grandes entreprises. Les défis les plus difficiles de l'humanité sont traduits comme grandes opportunités d'affaires pour ces entreprises. Cette tendance de l'humain-centrisme est devenue le flux principal. D'un côté, les marques qui n'intègrent pas de pratiques responsables risquent d'être négligées par les clients. De l'autre côté, ceux qui faisaient la promotion d'un mode de vie sain, en minimisant l'empreinte carbone, tout en assurant de bonnes pratiques de travail, ont conquis un public fidèle. Et elles sont difficiles pour rivaliser. De nos jours, les clients s'attendent à ce que les marques travaillent pour le bien-être de la société et prennent leurs décisions d'achat en fonction de leur perception de la conduite éthique d'une entreprise grâce à Internet qui permet la surveillance de leurs aspects, progrès et activités. Passons maintenant à la poussée de l'intérieur pour savoir les conséquences d'un marché de travail diversifié. On sait que l'impact social résonne bien avec le bassin de talents plus jeunes, car les tendances externes tendent à refléter la dynamique interne également. Aujourd'hui, les employés de la génération Y représentent la plus nombreuse population active des promoteurs et influenceurs du changement social. Avec l'entrée de génération Z au marché du travail, le recrutement, la rémunération et le développement seront considérablement influencés. La diversité, l'inclusion et l'égalité vont être une nécessité dans une guerre pour les talents. Les recherches de BCG, McKinsey et Hayes ont montré que grâce à une culture plus saine, créativité diversifiée et une perspective plus riche, la productivité et le rendement financier des entreprises sera amélioré. Dans une guerre de recrutement, les valeurs de l'entreprise sont très importantes que jamais pour attirer les employés de la jeune génération, chose qui impose aux entreprises de faire preuve d'intégrité et mettre en pratique ce qu'elles prêchent. Le rôle des entreprises dans l'amélioration de la société est crucial. Même si la plupart des entreprises ont engagé des ressources et placent l'activisme des entreprises au cœur de leur stratégie. La société civile et les entreprises permettra aux entreprises avant-gardistes de trouver des organisations partageant les mêmes idées avec lesquelles collaborer dans le monde entier. En 2015, les États membres de l'ONU ont lancé le programme 2030 et se sont engagés à atteindre un ensemble de 17 objectifs connus sous le nom d'ODD, Objectifs de développement durable. La mise à jour des ODD est toujours confrontée à des défis sur la route, principalement dus au faible niveau de pertinence perçu. Les entreprises peuvent considérer les ODD sous deux grands angles, humanitaire et environnemental. D'une part, rendre le monde meilleur implique de créer une meilleure probabilité pour les habitants de la planète. Les entreprises manufacturières peuvent contribuer à l'économie inclusive en embauchant les minorités, en impliquant les petites entreprises dans leur chaîne d'approvisionnement. En guise de conclusion, l'extrême polarisation dans tous les aspects de la vie humaine est parmi d'autres enjeux qui créent un grand défi aux marketeurs, voire même les entreprises, à cause de l'écart entre les classes socio-économiques. Mais, grâce à l'utilisation d'un marketing inclusif et durable, aligné sur les objectifs de développement durable qui résoudent ce problème, par la bonne redistribution de richesses. Ce plan doit être vivement abordé par les entreprises. Merci pour votre